Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast référencement de haut niveau avec monsieur le docteur Louis Dorard, docteur S Bonjour. Machine Learning. Donc oui, bonjour Louis, merci d'avoir accepté l'invitation. Et comme je te disais en préambule, je suis vraiment ravi d'accueillir un sérieux concurrent à monsieur Sylvain Perronnet, notre professeur, qu'on surnomme le professeur, qui est lui aussi un scientifique de haute volée comme toi. Et Merci pour ton invitation, Laurent. C'est avec plaisir. Et pour te présenter, donc c'est ça, Docteur S Machine Learning, et en plus tu l'as fait à Londres, Mhm. pour simplifier le truc, ou pourquoi pas en plus le faire dans une langue étrangère. Je sais pas quel était ton niveau d'anglais quand tu es allé là-bas. C'est un peu un hasard en fait. Je suis parti à Londres parce que je voulais faire ma dernière année d'école d'ingénieur à l'étranger. Et il y avait ce programme de master qui était super intéressant. Ça parlait de Intelligent Systems. Donc ça parlait pas explicitement de machine learning dans l'intitulé, mais en fait il y en avait pas mal. Et du coup, comme ça s'est bien passé et que j'avais fait un projet de fin de master qui s'était aussi très bien passé, j'ai embrayé un petit peu naturellement sur une thèse, donc toujours dans la même université à Londres. Magnifique, parce que tu m'intéresses sur. Alors je t'ai découvert à Lyon au Blend One Mix, et j'ai dit il Mhm. faut absolument que je fasse venir oui, parce que c'est vrai que les scientifiques, on a tous été traumatisés par sa mère, il se soi-disant, dans la vie. Et moi, la mienne était aussi docteur en sciences, recherche nucléaire. Ah, Et d'accord. j'ai jamais compris pourquoi elle n'arrivait pas à faire mes devoirs de lycée ou de collège, quoi. Et alors, parce que j'étais dans des stratosphères. Et quand je trouve un scientifique qui sait parler aux gens normaux comme moi, je le lâche plus, quoi. Euh, Parce que c'est ça aussi, c'est peut-être. Avant que tu veuilles compléter ta présentation, t'as d'autres choses à dire? Bah, oui, bah, en fait, ça, voilà, c'était mon parcours un petit peu, mes débuts dans le machine learning. Après, quand j'ai commencé à bosser, je faisais pas forcément du machine learning, enfin, j'en faisais pas du tout. J'y suis revenu il y a quoi, il y a 2, 3 ans maintenant, parce que je découvrais, enfin, je gardais toujours un œil sur ce qui se passait. Et moi, ce qui m'a paru super intéressant, il y a justement, bah, il y a 3 ans, quand j'ai commencé euh, à écrire ce bouquin aussi et à me lancer. Donc oui, il y a un bouquin que j'ai écrit, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Et du coup, en fait, voilà, ce qui m'a motivé à revenir dans le sujet, à écrire un bouquin sur le sujet du machine learning, c'est que j'ai vu apparaître des nouvelles technologies qui démocratisaient ça, tout simplement, qui rendaient ça beaucoup plus accessible et qui permettaient aussi de l'expliquer de façon beaucoup plus simple. Donc, il y a le fait que, et d'ailleurs, merci beaucoup pour ton mot sur voilà, la compréhension, la facilité à comprendre mon message. Et voilà, c'était ça, si c'est possible, si j'arrive à avoir un message simple, c'est parce qu'il y a des outils qui simplifient la tâche. Oui, on en Et donc, parlera moi, des j'avais toujours API. eu Ouais. les API de prédiction, les API de machine learning. J'avais toujours eu ce souci un petit peu de m'évader du monde scientifique académique et de faire des choses un peu plus dans le monde réel. Alors j'avais monté une start-up et puis j'avais bossé dans une start-up juste après. Et du coup, moi, je trouvais ça plutôt cool de pouvoir parler de nouvelles technologies et d'être dans le monde start-up. Sauf que voilà, à l'époque, machine learning, ça faisait un peu peur. Et là, j'ai vu cette opportunité d'en parler bah, à ce public-là et à un public beaucoup plus large. Donc, du coup, je me suis mis à écrire ce bouquin. C'était aussi ma petite start-up à moi, avec mon Ouais. produit étant le livre. Et puis voilà, je me suis mis à le vendre et à parler de machine learning autour de moi, à faire un petit peu de conseils, de formation et à organiser des événements depuis un an. Donc c'est les événements PAPIS pour Predictive APIs. Et voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens dans le billet, mais j'aurais dû commencer par ça. Oui, c'est vrai que le bouquin, je l'ai lu. Et parce que c'était en off, donc tu répondais en fait à un truc que j'ai dit en off. Mais je te félicitais parce que j'ai pensé avoir tout compris, alors que dans l'intro, déjà tu commences à te gratter la tête parce que tu dis bon, ce bouquin c'est pour les développeurs, les ingénieurs, les gars qui fouillent dans le machine learning et pas forcément pour les données ou les bidouilleurs comme moi. Je suis un peu hors catégorie par rapport à ce que tu avais prévu à la base.
Mais alors, soit, Moi, j'avais prévu juste les filles, c'est les gens qui pensent aussi, ouais. Donc j'avais une catégorie pour tout, ouais. tu sais quoi, je crois, les gens nous ont vu notre trombine. On va couper la vidéo parce que ça lag un peu. Ouais, d'accord. Et donc, ils n'ont plus besoin de Ouais. voir, on passe en mode audio. Allez, c'est parti. Ouais, donc soit je suis bien plus intelligent que je ne le suis, ou alors tu as vraiment l'art d'expliquer les choses de manière très simple et surtout avec de merveilleuses images. Mais ça, j'admire. Ce que j'admire aussi, c'est Sylvain Parodier, un truc, il me faut 3 pages pour l'expliquer, vous, il vous faut la moitié d'un paragraphe. C'est assez Mhm. frustrant. Mais je voulais commencer par ben justement ce bouquin parce que alors j'ai pas opté pour le pack complet parce que je savais pas trop à quoi je m'attendais. C'est vrai que Ouais. maintenant, j'en parlerai de quelques minutes du projet que j'ai, mais ouais, t'as carrément un pack complet qui te donne tous les bootstraps, des fichiers Excel de préparation, etc. quoi. Ouais, du code aussi. Ouais, Donc du là, code. là, c'est vraiment plus pour des gens qui sont, ouais, il va y avoir un argument de vente supplémentaire pour les développeurs, on va dire. Il y a des tutoriels et puis non, mais en fait, c'est clairement, c'est destiné, le pack complet est destiné à des pros qui veulent concrètement s'y mettre, quoi. Parce que, voilà, après, je pense que le bouquin fait une bonne, comment dire, une bonne entrée en matière et après voilà, se pose quand même la question de faire tourner les choses et d'avoir son vrai modèle de machine learning qui tourne, qui fonctionne. Mettons que la première partie, c'est l'explication, comment ça fonctionne, les concepts, etc. Et la deuxième partie, c'est comment tu montres concrètement comment ça marche, comment on peut le mettre en place, notamment avec BigML, et puis une très très jolie démonstration sur Gmail, quoi. Mhm. Mais je voulais commencer avant qu'on parle vraiment de machine learning en particulier. La première remarque que je me fais, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu parles de la connaissance pour tous, c'est ça, un mec comment arrive à avoir accès à des informations qui étaient mais, impensables il n'y a pas si longtemps, quoi. Et surtout simplifier des choses que tu as fait toi dans le machine learning, d'autres l'ont fait Ouais. dans d'autres domaines qui Mhm. permettent à quasiment presque néophytes de s'y coller, quoi. Ouais. Comment ça se fait? Ben, en fait, c'est il y a il y a il y a plusieurs il y a plusieurs petites avancées technologiques, ça c'est sûr, qui permettent d'avoir ces nouveaux services, ces API prédictives. Alors je dis API, ça permet de programmer avec, mais il y a aussi des interfaces web où on peut tout faire aussi. On peut créer son modèle de machine learning à partir d'un jeu de données. De façon extrêmement simple en un seul clic avec une interface web. Voilà, donc on a un jeu de données en CSV, par exemple, un fichier CSV, un export de son tableur Excel, et ça va pouvoir alimenter un système. Alors, je pense que un système de machine learning as a service, je dirais même. Mm. Je pense que en fait, il y avait aussi une partie de, il fallait y penser. Alors, il y a des systèmes un peu intelligents dans le choix des bons algorithmes. C'est-à-dire que moi, dans ce que je dis, de faire un seul clic pour créer un modèle, il n'y a pas de choix d'algorithme. Ça a été, c'est fait par quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, c'est ben, une autre, un autre algorithme un peu Ouais. intelligent qui fait lui-même les bons choix. Donc, il a fallu avancer un petit peu sur ce choix automatique d'algorithme. Donc, c'est des techniques intelligentes. Voilà, il y a des Mm. choses super malines. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Tu parlais de BigML, qui est un des fournisseurs. Eux, ils ont fait le choix d'un certain type de modèle, un certain type d'algorithme qui fonctionne bien dans plein de cas. Et il fallait juste être suffisamment malin pour se dire que mais pourquoi est-ce que je proposerais pas tout simplement ça en mode as a service. Bien sûr. Et voilà, donc il y a ça. Après, il y a une autre composante qui est celle de l'infrastructure, de faire tourner en fait, créer des logiciels comme ça, SaaS en as a service
qui sont super simples à utiliser, que n'importe qui peut utiliser, peut créer son compte et puis et faire des choses via son navigateur. Ça demande un minimum de puissance aussi. Ça demande d'avoir des serveurs qui tiennent la charge. Et puis si tout d'un coup on a plein d'utilisateurs, faut pouvoir les gérer ces utilisateurs-là. Et généralement les compétences qui demandent, les compétences techniques pour ça, c'est pas du tout les mêmes que les compétences dont on a besoin pour faire des algorithmes de machine learning. Ce qui fait que en fait les deux types de talents se croisent rarement. Et voilà, il fallait qu'il y ait la première équipe un petit peu qui ait aussi l'esprit startup, créer un produit SaaS qui se monte avec à la fois des compétences là-dessus sur l'infrastructure, sur le calcul distribué aussi et les compétences machine learning. D'accord. C'est beaucoup plus clair. Oui, c'est un tout. Et puis effectivement, la disponibilité d'Internet, les API par exemple. Hein, Ouais. Mais quand on voit, moi j'avais jeté un coup d'œil dans 2011 quand Google avait sorti les Predictive API. Là, oui, il fallait avoir le niveau. C'était pas comme aujourd'hui où il y a quand même pas mal de travail en amont qui a été fait, quoi. Ouais, mais je pense que conceptuellement, même Google Prediction API, ça reste simple. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est la mise en place. Il faut être un petit peu plus familier avec le mode de fonctionnement de Google pour développer des projets sur le Google Cloud, pour créer son compte, s'authentifier. C'est un petit peu particulier, un petit peu plus compliqué qu'avec d'autres services. Et puis leur interface web, c'est pas leur point fort. Mais sinon, c'est aussi une fois qu'on a déjà manipulé du Google Cloud, on a déjà fait des projets dessus, on peut se mettre au machine learning via le Prediction API de façon relativement simple. C'est vrai qu'il y a des concurrents qui ont une meilleure interface web. Voilà. Je sais que des fois Google nous écoute, donc s'ils sont là, moi le reproche que j'ai à vous faire, c'est ça, c'est que mettez des tutos, mettez des explications simples pour comment vont brancher vos trucs et comment les mettre en route, quoi. Que quand on arrive avec la doc minimaliste. Mais bon, passons. Tiens, en parlant de Google, la question à 25 milliards de dollars, ça serait si des néophytes comme moi ont déjà accès à ce niveau d'information, si en se branchant avec quelques potes, dont certains qui, pourquoi pas, sont à un niveau un petit peu plus évolué, on arrive à sortir des outils où on comprend, en tout cas, on comprend le fonctionnement d'un moteur de recherche, on commence à pouvoir mettre la main sur les algorithmes de base d'un fonctionnement d'un moteur. Surtout, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Mais je me dis, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que eux, ils vont mettre la surenchère? Est-ce que vraiment ça va devenir un moteur sémantique? Notamment avec la dernière annonce du BrainRank, et le mot est lâché, l'intelligence artificielle est dans Google, quoi. Quel est ton avis là-dessus? Jusqu'où ça peut aller? Il y a un petit peu une guerre, je pense, une guerre, il y a un petit peu, oui, cette situation qui a toujours existé où quelqu'un fait quelque chose. Alors Google fait à sa petite sauce et puis on essaie de comprendre ce qui se passe, de reverse engineer Google. Bon, après le reverse engineering c'est encore plus vieux que Google, mais bon là ça a un impact super important pour la visibilité de tout un tas de sites web. Et au final, on peut aussi reverse engineer ce que fait Google via de l'intelligence machine, via du machine learning, et même c'est quelque chose qui peut se faire dans d'autres domaines aussi, où on essaie de comprendre comment fait la machine pour voilà voir un petit peu sous le capot et avoir des infos un peu inédites qui permettent de prendre de meilleures décisions. Mais ils ont un problème qu'on n'a pas, parce qu'ils peuvent avoir les meilleurs chercheurs du monde et des milliards de dollars. C'est bien beau d'avoir des labos et des gars qui font de la recherche, mais après, le déploiement à l'échelle industrielle dans un moteur comme Google qui date des années 90 et tu peux pas faire un reset et tout recommencer à zéro, c'est pas si simple, quoi. Tu parles du sanity check dans ton bouquin, mais pas pour la même chose, mais parce que le Google, le sanity, toi, c'est pour un peu le debug, alors que chez Google, c'est plus on va implanter quelque chose si ça fait pas déconner ce qu'il y a déjà en place.
Oui. Il y a d'énormes contraintes ouais, Ouais. de ce point de vue-là. Ouais. Mais peut-être, attends, là on part du principe que tout le monde sait ce que c'est que le machine learning. On aurait peut-être pu revenir sur la définition, puisque tu parles de l'art d'apprendre par l'exemple. Je crois que c'est assez joli. Et Mhm. surtout, tu m'as fait tilter sur le fait que tu expliques que ça reproduit le système d'apprentissage des humains. Oui, ça, il y a des parallèles à faire en tout cas. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ce qu'on fait nous en tant qu'humains, mais dans certaines situations, ouais, il y a vraiment des parallèles à faire. Et ça, c'est l'exemple que je donnais entre autres de l'immobilier, prédire les prix de l'immobilier. Là, je pense que on est, on fait les choses de façon Mhm. assez similaire, l'humain et la machine. Et au final, en fait, ce qu'on a fait avec le machine learning, c'est coder des intuitions sur la façon dont on fonctionne nous en tant qu'humains. À chaque fois, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'intelligence artificielle de façon générale. On essaie de comprendre comment on fonctionne et parfois ça peut être extrêmement difficile. Par exemple, comment est-ce qu'on fonctionne pour reconnaître un visage? Ça, je peux pas l'expliquer. Mais comment est-ce que je fonctionne pour trouver le bon prix sur un bien immobilier? Bah, je me dis que, ouais, en faisant un petit peu d'introspection, bah, je compare implicitement à d'autres biens immobiliers que je connais, qui ont des caractéristiques similaires, puis je fais ma petite tambouille et voilà. Donc, c'est des intuitions qui viennent qui viennent de l'humain et qui ont été codées bah, par des humains Ouais. dans des programmes. Mais de ce qu'on a aujourd'hui, quand on part par exemple, la prédiction qu'il pourrait y avoir dans un jeu d'échecs euh, joué donc une partie de jeu d'échecs par un ordinateur, Mhm. et qui est basé sur ce qu'on appelle des arbres de décision, alors qu'aujourd'hui c'est autre chose encore. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre ces modèles de base et ce que pourrait faire, par exemple, le Rank Brain, qui je suppose n'est pas basé sur les arbres de décision, non? Alors, moi, ce que je vois, en tout cas, bah alors, ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la capacité de calcul qui permet de faire, de voir des choses que l'humain ne peut pas voir. Et ça, c'est notamment l'exemple avec les échecs où, euh, bah, en fait, l'ordinateur simule ce qui se passerait si jamais il Mhm. jouait de telle façon et qu'après son adversaire joue et choisit tel coup. Voilà. Et en fait, l'arbre dont tu parlais, c'est l'arbre de toutes les possibilités. Une branche de l'arbre, c'est un mouvement sur le jeu. Et du coup, la machine peut parcourir un arbre énorme, c'est-à-dire se projeter plusieurs coups en avance et faire ça pour tous les coups possibles. Elle peut faire ça pour voilà elle peut faire beaucoup plus de simulations que nous dans notre tête quand on se dit qu'est-ce qui se passe si je mets mon cavalier en B4. La machine va pouvoir faire beaucoup plus de simulations et c'est surtout là-dessus qu'elle arrive à nous battre. Il n'y a pas tant d'intelligence autre que ça. Alors ça a évolué ces systèmes, mais c'est vraiment là-dessus que ça repose. Tandis que euh, tandis que ce qu'il faudrait, ce qui est intéressant d'ajouter comme capacité intelligente à une machine, c'est le fait d'apprendre, le fait de collecter des données, donc de voir ce qui se Mhm. passe dans telle et telle situation, tel et tel contexte, et à partir de toutes ces données, de comprendre automatiquement quelles sont les règles. Donc comment Mais est-ce que sur un jeu d'échecs, enfin, pour ma compréhension, c'est que ils étaient obligés d'évoluer, notamment pour le problème de classification, parce que quand tu fais de la prédiction sur un jeu d'échecs, je veux dire, au milieu de nulle part, on va pas te rajouter des cases, ou il va pas y avoir deux pièces sur une case. Euh, le problème de la généralisation ou de l'entrée similaire ou l'exception est moins vrai dans un jeu alors il y a d'échecs que pas dans vraiment, un algorithme de moteur de recherche. il y a peu de machine learning en fait sur les systèmes de jeux d'échecs, voilà, d'intelligence artificielle qui jouent au jeu d'échecs. Donc ça, moi, enfin, il y en a un peu, mais je m'étendrai pas là-dessus parce que Ouais, c'est pas c'est très significatif basique. pour Ouais. moi. Justement, c'est plutôt un exemple Mm. pour moi de ce qu'on faisait avant le machine learning en fait.
Mais parce qu'on peut dénigrer RankBrain en disant oui, c'est pas, voilà, en tout cas, nous référenceurs, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un algorithme qui gère les requêtes qui n'existaient pas auparavant. Enfin, moi, je peux Mhm. pas optimiser sur ce que les internautes n'ont pas encore tapé. Ou alors, je suis super fort. Mais c'est vrai que c'est super balèze, quoi. Déjà, de faire de la prédiction sur des choses qui n'existent pas. Hmm. Bah, en fait, quand on fait une prédiction sur quelque chose qui n'existe pas, ce qu'on fait, c'est que on se ramène à quelque chose qui existe. Et ce quelque chose qui existe, il faut qu'il ait été enregistré Et classé, dans les données, sinon on est en mesure de rien faire. Donc, pour le cas de l'immobilier, par exemple, on donne un prix sur une maison qui est nouvelle, qu'on n'a jamais vue avant. Ben, en fait, on regarde les caractéristiques de cet objet sur lequel on veut faire une prédiction et on essaie de se ramener à quelque chose qu'on a déjà observé dans des données collectées auparavant, des données historiques, des données qu'on appelle d'apprentissage. mais c'est doté, le robot, en fait, tu le jettes là-dedans, dans un système, admettons que tu le mets dans une bibliothèque, Mhm. tu lui expliques pas comment les livres sont classés. C'est à lui de le trouver tout seul et ensuite de continuer à les classer. Bah, tu lui expliques pas comment les livres sont classés. En fait, oui et non. C'est-à-dire que tu vas lui dire, alors et ça dépend Ouais, des techniques de machine learning, mais déjà tu vas lui dire comment est-ce que tu représentes tes objets, donc tes livres, là en l'occurrence. Tu vas lui dire il faut regarder, donc tu vas lui dire ça de façon structurée, qu'il y a un auteur, il y a une date de publication, qu'il y a une oui, préface, oui, qu'il ça y a j'entends bien, mais tu lui expliques pas le système de classement. tu lui expliques pas le système de Voilà, classement, mais après ce que tu lui dis, enfin non, il peut y avoir deux cas de figure. Il y a le problème qu'on appelle de classification, d'accord, qui est celui où les classes sont déjà fixées à l'avance. On d'accord. sait quelles sont les classes possibles. Donc ça, c'est un type de problème. Et du coup, alors, peut se présenter ce type de problème-là, ou pour avoir un système intelligent qui puisse faire de la classification, il va falloir lui donner des exemples. Donc lui dire tel livre, représenté voilà, Ouais, de telle façon, c'est un livre de cette classe. Tel autre livre, c'est un livre de cette autre classe. Voilà. ok. Donc en lui donnant des exemples, il va trouver un petit peu des règles qui permettent d'aller de l'un à l'autre, de la représentation de l'objet, donc du livre, vers la prédiction, donc la classe Hmm. à prédire. Et c'est une sorte de, voilà, on peut voir ça comme des règles, ou alors une fonction, ou en entrée on a un livre, et en sortie on a une classe. Voilà. Il y a plusieurs façons de conceptualiser ça. Maintenant, où est-ce que je voulais en venir? J'ai oublié. Mais oui, voilà, ça c'est une façon de poser un problème de classification. Après, il y a une autre façon serait de ne pas dire à la machine quelles sont les classes possibles, D'accord. juste de lui demander de trouver une structure dans les Ouais. données. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'apprentissage non supervisé. C'est un petit peu moins simple à aborder que un problème d'apprentissage supervisé. Et ça, c'est le genre de choses que j'ai pas inclus dans le bouquin Hmm. parce que je trouvais qu'il y avait déjà Ouais. pas mal de concepts introduits. Donc voilà. Mais il y a aussi ce problème de dire à la machine, je veux que tu me trouves. Je sais qu'il y a deux classes. Donc à toi de trouver un petit peu comment les données sont structurées. Donc on va pas lui donner d'exemples d'objets, classes, objets, classes, juste des objets, et elle va nous répartir ça en deux classes, parce qu'on lui a spécifié deux, ou pour lui spécifier trois. Ou alors, encore une autre variante du problème, c'est de lui dire, bah à toi de trouver quel est le bon nombre de classes à Ouais. considérer. Alors, contrairement au search où c'est un petit peu plus compliqué et fluide, disons, ce qui se Mhm. passe dans l'inbox, hein, notamment Gmail, c'est vrai que c'est assez fabuleux. C'est impressionnant de voir comment Gmail a trié le spam, mais c'est clair que les gens qui appuient sur le bouton spam l'aident vachement quand même à savoir à quoi ça ressemble le spam. Ouais. Mais tu m'as dans le livre, tu parles du petit bouton jaune de la Priority Inbox. Et Ouais. c'est vrai que je n'avais pas cité pourquoi, parce que je l'utilise pas trop ce truc-là, mais c'est vachement balèze aussi d'arriver à décider quels sont les messages prioritaires Mhm. avec très peu d'éléments d'aide finalement. Hein. Des filtres, Ouais. tu as plus ouvert ceci, cela, mais il va beaucoup plus loin. Quoi. Bah, ça, en fait, bon, c'est les deux problèmes spam et importance de l'email, c'est un petit peu
conceptuellement, c'est un petit peu la même chose. Il faut classifier des emails. Il y a deux classes possibles. Alors, c'est soit spam, pas spam, ou alors important, pas important. Et après, ce dont il faut être bien conscient, encore une fois, c'est que là, on a besoin de données d'apprentissage pour créer un modèle de machine learning qui va pouvoir faire des prédictions sur des nouveaux objets, des nouveaux emails. Et du coup, qui dit données d'apprentissage, là, dans ce cas-là, dit que on a des exemples d'emails et on connaît sur chacun de ces emails la réponse. Est-ce que c'était spam? Est-ce que c'était important ou pas? Donc, ces données, en fait, elles sont créées de façon manuelle. Ouais. Et du coup, l'intelligence n'est pas complètement automatisée. Il faut qu'il y ait un moment quelqu'un qui donne la bonne réponse, qui enseigne quelque chose à la machine, quoi. Comme on le ferait peut-être avec un enfant en lui disant bah ça c'est un chien, ça c'est un chat. Mais ce qui me fascine, c'est qu'un ordinateur, mais ensuite, il a l'air intelligent parce qu'il continue à le faire tout seul. Il continue le Il cheminement. continue à le faire tout Ouais. seul et il peut s'améliorer grâce au feedback qu'on lui donne. Donc ça c'est voilà comme le petit bouton jaune dans l'interface. Alors je sais pas s'il est toujours jaune parce que c'est le genre d'outil qui change pas mal ça. Si, si, il est Mais toujours jaune. il est toujours jaune, d'accord. C'est bien. Moi, je suis passé au inbox. J'utilise plus le Gmail directement, mais voilà. Donc on peut lui dire si c'est trompé ou pas. Et ça, du coup, lui donnant ce retour, ce feedback, il peut l'intégrer à sa base d'apprentissage et donc améliorer son modèle prédictif grâce aux nouveaux exemples dont il dispose et donc via le feedback des gens. Enfin, là où on rentre carrément dans Matrix, c'est à partir du moment où tu as aussi les programmes qui créent d'autres programmes. Mais c'est ça un petit peu Ouais. le machine learning, c'est un programme qui va créer un programme. En fait, quand je disais que il y a deux phases en fait dans le machine learning. Il y a une phase d'apprentissage d'un modèle, il y a une phase d'utilisation du modèle pour faire des prédictions. Donc, il y a la phase où je vais comprendre quelles sont les règles qui me permettent de classifier les messages ou de donner une valeur au bien immobilier. Et il y a le programme qui, à partir des règles, qui les applique sur de nouveaux objets. Voilà. Donc en fait, le premier programme d'apprentissage crée le deuxième. D'accord. Et une façon de voir les choses aussi de façon un peu visuelle, c'est de se dire, voilà, sur de la classification, imaginons qu'on ait des objets à classifier, qu'ils aient deux attributs numériques. Donc le fait qu'ils aient deux attributs numériques, ça fait qu'on peut on peut les représenter sur un graphe, voilà, des petits points sur un graphe. Donc on a deux classes, donc on peut dire qu'on a une classe bleue et une classe orange. Voilà, je prends les mêmes couleurs que dans le bouquin. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une ligne de séparation entre tous les gens qui sont bleus, tous les points qui sont bleus sur ce graphe, et tous ceux qui sont oranges. Et voilà, le machine learning, c'est un peu ça, c'est trouver un modèle qui va me permettre de faire une classification. Donc, c'est de trouver une ligne de séparation entre les deux classes. Donc, il y a le programme qui va créer cette ligne de séparation. Et voilà, les coordonnées de la ligne, en fait, les coordonnées numériques, sont créées par ce programme d'apprentissage et sont utilisées donc par un autre programme de prédiction pour faire pour faire les prédictions. Bon, allez, maintenant, arrêt sur la théorie. Pour terminer, je vais Mhm. quand même répondre à mon petit besoin personnel. Parce que j'avais un. On va pas parler de toutes les API que tu présentes et comment. C'est fabuleux, hein, c'est une ressource. Parce que je t'explique ce que je voudrais faire. C'est vraiment un proof of concept, hein, c'est pas quelque chose que je veux commercialiser ou autre, mais plus de dire si je suis capable de faire une page web qui peut s'adapter à son environnement. En référencement, tu vois, il y a le résultat de recherche qui a une odeur, soit il n'y a Ouais. que des sites commerciaux, et en fait, finalement, ça l'emmerde un peu Google parce que lui, il aime une variété de résultats, ce qu'il appelle la recherche universelle. Donc, en arrivant Mhm. sur cet environnement, en regardant l'odeur du résultat de recherche, les sites positionnés, qu'est-ce que c'est comme type de recherche, tu- l'idée, ça serait de faire une page qui pourrait s'adapter automatiquement aux différents signaux et se modéliser avec finalement le signal qui serait le plus facile pour pénétrer sur cette requête. Je ne sais pas si je me D'accord. Donc suis expliqué. il s'agit d'adapter la création de la Voilà. page
pour remonter, pour être bien positionné dans Google, c'est ça? L'idée, c'est de dire, sur cette requête, il manque quelque chose. Ça sera, je prends un exemple. Ouais, Il y a 10 tu tapes lave-linge, il va y avoir 10 résultats de e-commerce. C'est plus facile, à ouais, mon avis, de rentrer sur ce type de résultat si tu n'es pas un site e-commerce, parce que ça manque. ouais, Voilà. d'accord, Et d'accord. eux, ils sont tellement, il y a le facteur popularité, PageRank, machin, ça se joue à celui qui a la plus grosse. Ouais. Et toi, avec moins de puissance, tu peux y arriver si tu as un signal un peu différent. Donc je Mhm. regardais un peu ton bouquin, je regardais, alors BigML, ça n'a pas l'air de correspondre, par contre Alchemy ou Datumbox, Ouais. entre parenthèses, tu m'as bluffé, il y a même des séries Malumba ou WIT qui sont dispo, on peut se développer son propre série, quoi, Ouais, ouais, c'est ouais. Et génial. WIT d'ailleurs, Ouais. qui est fondé par des Français et qui sont dans la Silicon Valley et qui a été Mhm. racheté par Facebook. Voilà, pour la petite histoire. Donc en gros, il faut que je choisisse mon API en fonction de mon projet, celle qui va matcher le plus. Mhm. Il y a différents types en plus de programmes, hein. Il y en a qui sont un peu plus restrictifs et d'autres beaucoup plus larges, disons, si je, Mhm. pour faire une analogie. Et ensuite, effectivement, il suffit de la brancher et puis en avant, on est parti. J'ai même pas besoin d'être un super codeur ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Mais là, la problématique, en fait, est surtout donc c'est bien qu'on prenne un exemple Mm. concret de voilà, quoi faire avec le machine learning. Si en fait, la problématique, c'est de se poser le bon problème, en fait, c'est de poser les bonnes questions. Et ce que j'essaie de faire aussi dans le livre, c'est de se forcer pour chaque cas d'usage du machine learning, à expliciter la question à laquelle on veut prédire une réponse. Voilà. Donc, Ah, mais t'as toute est-ce une que cet série. email Ouais, ah, le shopping, c'est sûr. Enfin, il y a toute une série justement, où tu montres comment bien présenter son projet, notamment en mhm, mhm. e-commerce, il y a des super exemples. Ouais. Mais je te laisse terminer, pardon. Du coup, bah, il faut faire la même chose là. Mm. Faut commencer par là, par poser la bonne question. Après, en posant la bonne question, alors généralement, on va essayer de se ramener à un type de problème qu'on connaît. Donc, les questions du type quel type d'objet c'est, quel type d'email c'est, spam, pas spam, ça c'est de la classification. Ou les questions combien est-ce que, où on veut prédire on veut répondre par un nombre, ça c'est ce qu'on appelle la régression. Et c'est les problèmes les plus simples à cibler en machine learning, mais ça permet déjà de faire énormément de choses, rien que voilà, classification ou régression. Faut présenter voilà, faut poser le problème qui va être un problème qui va être faisable techniquement, donc Mais pour lequel on va pouvoir collecter des données d'apprentissage. Et ça, souvent, c'est un point limitant en fait quand on a une nouvelle idée. On se rend compte que ah oui, mais comment est-ce qu'on récupère les données qui permettent d'apprendre le modèle. Et une fois qu'on a fait ça aussi, faut aussi s'assurer que la prédiction qu'on fait, ça va être, on a un moyen de la rendre utile dans notre métier. De Mais la, de, ce que tu dis, pour le retranscrire en 2 mots, si par exemple Mhm. Alchemy ou Datumbox correspond exactement aux questions que je me pose, ça va être Ouais, relativement facile. Sauf que ouais. si ça répond pas directement, là je suis un peu dans la merde, quoi. Il va falloir que je trouve le moyen de faire un Bah, fork si sur ça répond pas l'API. directement, alors ces API que tu viens de citer sont un peu plus spécialisés, donc ouais, te permettent de faire qu'une seule chose. Si tu veux pouvoir traiter plus de problèmes, il faut passer sur d'autres API et d'autres services un peu plus génériques, donc comme celui de De Big BigML ou de ML. Google Prediction. Et maintenant, on a aussi Amazon ML, voilà, qui est pas dans le bouquin parce qu'il est tout récent, Ouais. mais voilà. Bah, pourquoi j'avais tilté sur celle-là, c'est parce que ça me paraissait être des API qui permettent de classer, d'identifier un type de page web et de les mettre dans la bonne catégorie, quoi. Ouais, ouais. Alors après, voilà, un truc qui est un peu dur à voir à première vue, c'est que certaines API, certains services vont être à moitié configurables en fait, à moitié personnalisables. Il y en a où le modèle, il existe, il est fait pour répondre à telle question, même pas un type de question, à telle question précise. Il y a d'autres services où on va pouvoir mettre ses propres données à soi. Par exemple,
je pense à un service de prédiction du churn, les gens qui Ouais. renouvellent pas leurs abonnements. Voilà, il y a des services qui se spécialisent là-dessus et qui permettent de résoudre que ces types de problèmes-là, de prédiction du churn. Mais on va mettre ces données à soi, on va mettre les données de son business à soi, de sa société à soi, sinon ça a aucun sens. Donc voilà, il y a Ouais. des entre-deux qui peuvent voilà, pouvoir rendre ça un peu dur de naviguer dans cet espace des services Bon, prédictifs. après, c'est comme le reste, hein, le plus important, c'est de commencer, c'est de faire, c'est de mettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais. Je pense que pour ton exemple, il y a probablement une façon de faire pour ton problème, soit sous forme de classification, soit sous forme de régression. Et si, enfin, j'ai l'impression il y a ce souci de, voilà, chaque résultat de Google sur une requête donnée, on va vouloir identifier euh, on va vouloir le classifier en fait, on va Ouais. vouloir lui attribuer une valeur classe qui va être page produit ou alors blog perso ou j'en sais rien, je sais pas quelles seraient les classes. Ben, la typologie, c'est ça, ça va être plutôt une requête commerce, plutôt une requête informative, et après on regarde Ouais, les typologies de sites, même on peut analyser est-ce qu'il y a de la publicité ou pas, c'est déjà un signal, ouais. s'il y a de la pub ou pas, etc., etc. Et Mais alors là, tu as des services qui vont faire ça. Tu vas carrément donner une URL d'une page et ça va te classifier la page, ça va te ouais, sortir des informations. Le seul souci, bon, il y a des services où tu ne maîtrises pas le type de classe qui va te ressortir. Donc tu veux savoir, tu as un article tu veux savoir si l'article parle de politique ou parle de sport. Voilà, les classes sont fixées. Imagine que tu as ta propre typologie, tes propres classes à toi. Voilà, pour certains services, ça va pas le faire, mais il y en a d'autres où j'ai compris. tu peux spécifier, voilà, quelles sont les classes qui t'intéressent toi. Mais là, voilà, il va falloir encore une fois donner des exemples. Bon, cela dit, ça me permettra de t'inviter à nouveau parce que je sais que je dois te lâcher là. Mais oui, mais c'est super Ouais. intéressant et puis je Ben, pense que c'est un domaine voilà tout ce qui est SEO, j'en ai déjà parlé avec d'autres et je pense que voilà le machine learning a vraiment sa place c'est dans ce domaine-là. c'est clair. On entend parler dans le marketing, mais le SEO, je pense que ça va aussi permettre d'être un petit peu plus malin. Ben, écoute, moi je vais, comme je te dis, je t'ai mis le grappin dessus, je vais pas te lâcher maintenant. On pourra en reparler, On- ce sera avec plaisir. To be continued. Mais Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Louis, et je te souhaite de rien. ben, une bonne fin d'année et à l'année prochaine donc. Merci et bonne fête Laurent et à bientôt, à l'année prochaine j'espère.